Bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire permanent de l'Académie, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je suis à la fois impressionné, je l'avoue, et mieux un peu, parce que vous êtes dans un lieu dans lequel j'ai joué quand j'étais petit, et honoré de vous parler d'un sujet qui me semble d'une grande ampleur, et ça ne m'étonne pas que mon ami, Monsieur le Ministre, et frérot Saïd ait impulsé cette vision, parce qu'il est coutumier, et c'est un muscle pour lui, la volonté d'avancer en permanence. Et en ça, je le félicite. Alors, les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est clair que nous posent un certain nombre de problèmes qu'il faudrait imaginer épais dans le temps. Épais dans le temps, c'est-à-dire qu'ils se produisent avec un processus et un changement de paradigme. Donc je vais juste illustrer mes propos. La première des choses, c'est vous regardez ici, l'invention de l'imprimerie, par exemple, a supprimé 200 copistes. Une imprimerie a supprimé 200 copistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va nous arriver, c'est un processus de destruction, construction permanent. Le fait que les imprimeries ont été créées, ça a créé aussi de l'emploi. C'est-à-dire que on a changé de paradigme, on a changé de mode de formation, et ce que l'IA nous propose, c'est ça. C'est que nous allons passer d'un monde à un autre. Et c'est pour ça qu'on parle de troisième révolution industrielle. Alors bien entendu, c'est malheureux quand les gens perdent l'emploi, c'est clair, c'est un drame. On appelle ça l'affrontement de deux tragédies, la tragédie de la perte d'emploi, mais la tragédie aussi de la création d'autres. Mais on ne va pas regretter la création de l'imprimerie, parce que d'abord c'était la diffusion, et le jour où on a mis un moteur Carnot sur une imprimerie, ça a donné les rotatives, et grâce aux rotatives, il y a eu la massification du savoir, les manuels scolaires, les livres, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un processus tragique, mais c'est un processus aussi créatif. Et ça, c'est important. La deuxième chose dans la courbe que vous regardez, il y a des espacements qui expliquent qu'une révolution, il y a d'abord une nouvelle énergie, une révolution industrielle, il y a la notion de mobilité, et il y a la notion de diffusion de savoir. Et dans l'actuel, bien sûr, il n'y a pas d'énergie. Par contre, l'énergie de la troisième révolution, ce sont les big data. Et la deuxième chose, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'ensemble de la planète est connecté. On peut accéder chaque jour, chaque seconde, à l'information. Ça, c'est une nouveauté. Sauf que, lorsque vous accédez à l'information, la première question, c'est est-ce qu'elle est consolidée scientifiquement? Est-ce qu'elle est validée? Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une formation sur la notion de validation de la donnée. Mais la croissance exponentielle que vous voyez, je vais fixer mon ordinateur, c'est branché. La croissance exponentielle, en fait, explique certaines... C'est bon, je crois que c'est bon. Explique une certaine forme d'économie qui va arriver ici. En ce moment, je peux continuer sans, c'est qu'on appelle ça l'ubérisation du monde. Ça veut dire quoi l'ubérisation du monde? C'est Uber, ça a été inventé par un économiste français qui s'appelle Daniel Cohen, qui dirige le département d'économie à la rue d'Ulm, et qui disait la chose suivante, c'est qu'on va passer d'une économie verticale à une économie peer-to-peer. Alors, le meilleur modèle, c'est le RNB, par exemple. Vous savez que le RNB, c'est 66 000 chambres à Paris. C'est 15% de chambres de gains en moins pour l'hôtellerie, par exemple. Mais si vous imaginez, vous réfléchissez sur le modèle, le RNB, ce sont des jeunes, des trentenaires,
d'accord, qui n'ont ni employés, ni frais, et ils ont juste l'application. C'est l'application qui permet à deux personnes de se rencontrer et de conclure une affaire. Il n'y a aucune charge patronale sur l'action. C'est ça, l'ubérisation du monde. C'est-à-dire que nous allons casser complètement l'économie de cette manière-là. Et il ne faut pas pleurer cette situation, on peut la regretter parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière. Par contre, il ne faut pas non plus la subir. Ça, c'est très important, un petit peu, de le comprendre. Alors, dans vos poches, comme la mienne d'ailleurs, il faut qu'on se pose la question, pourquoi on achète toujours le dernier cri? Roland Barthes disait, la mode est faite pour démoder. Pourquoi on se met tous à l'iPhone 10 alors que l'iPhone 5 peut faire l'affaire? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et c'est là-dessus où la notion schumpeterienne de l'économie joue. C'est-à-dire qu'on ne va pas, c'est pas en inventant, pardon, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé, ça c'est Niels Bohr qui le dit, qu'on a inventé l'électricité, c'est qu'on a passé à une notion de rupture. Dans l'innovation, il y a deux types d'innovation. Il y a et ou ou. Tout ce que vous avez dans votre poche en iPhone, c'est du et. Il n'y a pas de rupture en fait. Et on va, tout à l'heure, je vais l'évoquer. Par contre, la rupture, elle existe, c'est instable. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc ça existe et c'est... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est instable. Il y a aussi un autre problème, tout à l'heure je vais l'évoquer, c'est que dans ce R&B, Blablacar, tout ce qui est inventé en ce moment, il y a trois choses. Il y a le data, l'Internet des objets et bien sûr l'intelligence artificielle. L'Internet des objets, aujourd'hui, nous avons 15 milliards d'objets connectés. À l'horizon 2030, on aura 300 milliards d'objets connectés. Autrement dit, nos chaussures, nos vêtements, tout sera connecté. Aujourd'hui, il y a des t-shirts sur lesquels il y a des capteurs qui régulent notre température et qui peuvent même indiquer si nous avons un problème de santé. Par exemple, l'insuline et ainsi de suite. Des diffuseurs d'insuline. Donc, vous voyez, sur cette notion-là, il est question quand même d'y réfléchir de manière éthique, parce qu'il y a un vrai sujet sur aussi la souveraineté. Je le souligne d'autant plus que lorsque vous êtes sur le big data, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'intelligence artificielle, il faut savoir que dans le big data, on ne va pas se cacher derrière la définition du big data, même si je vais le rappeler tout à l'heure. Tout ce que vous faites sur Internet est enregistré, bien sûr. Tout. Nous sommes à 80% utilisateurs de Google, et Google tient toutes les informations vous concernant. À l'horizon 2035, Google propose de supprimer complètement les radiologues. Il peut les remplacer. L'année dernière, 57 spécialistes de radiologie ont affronté Watson, c'est l'ordinateur d'IBM, de 17 nationalités. Les diagnostics, ça donne 87% de réussite pour l'humain, 100% pour l'ordinateur. Un oncologue, pour pouvoir exécuter ce que fait Watson en ce moment sur les cellules cancéreuses. Un oncologue, il lui faut 40 ans pour le faire, alors que l'ordinateur va réaliser quasiment une fraction de seconde. Tout simplement parce qu'il traite des milliards, exactement 2,7 milliards de photos à la seconde. Donc dans la carrière d'un oncologue, combien de cellules va regarder lui? Combien de cancers va-t-il examiner, combien de cas va-t-il examiner? Donc il y a un vrai sujet sur la notion de données. Mais je ne voulais pas me contenter de ça, je crois qu'il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on change d'ordinateur? Hein? Tu se mets en veste, c'est une seconde? Tu veux les jouer? Désolé. D'accord. Alors je voulais juste vous dire, regardez sur la première courbe, c'est par exemple l'industrie de la musique. Depuis la digitalisation, vous avez une baisse
complète de la vente des CD. Et quand vous regardez ça, vous voyez bien un petit peu nos usages, par exemple, concernant la musique. Ici, tout le monde, je pense, en tout cas nous sommes certains, un certain nombre dans cette salle, avoir connu Kodak. Avoir eu une Nokia. Nokia, c'était le premier constructeur de téléphone portable dans le monde. Steve Jobs, en inventant l'iPhone, enfin les équipes de Steve Jobs bien sûr, c'est pour ça que j'ai appelé ça une innovation, et a tout simplement mis téléphone, appareil photo et musique dans le même appareil. C'est une innovation et, en fait, personne ne parle plus de Kodak. Encore moins de Nokia, qui essaie de repartir sur Android, mais voilà quelque chose lorsque on baisse ces gars et lorsqu'on utilise le data. Lorsque vous achetez au début l'iPhone, vous étiez obligé de payer une partie sur la musique. Donc il y avait un quasi-monopole, ce qu'on appelle la musique numérique. La deuxième chose, là, cette courbe-là montre, par exemple, sur combien d'années quelque chose se généralise. Là, vous avez le téléphone. Pour le téléphone, on a mis quelque chose comme 75 ans pour que le téléphone se généralise sur la planète. Et plus vous descendez dans la technologie de l'intelligence artificielle, faible, je dis bien faible, parce qu'il y a deux, et faible et forte, plus vous voyez par exemple, sur Instagram, il a fallu 2 ans et 4 mois pour que le monde entier utilise Instagram. C'est-à-dire que ça va très vite, et comme ça va très vite, toute la question, c'est à la fois la maîtrise et le risque. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la construction-déconstruction, je pense bien que et le politique et le chef d'entreprise ont derrière tout un problème à gérer sur, évidemment, les licenciements. Je ne connais pas le chef d'entreprise qui a envie de licencier des gens. Mais moi, je pense que la seule réponse, c'est une société des savoirs. C'est-à-dire, c'est une société qui reste en permanence en veille. Ce que je regrette, bien évidemment, pas simplement au Maroc, mais en France et partout dans le monde, c'est que c'est exactement ce que nous faisons nous en tant que chercheurs dans nos laboratoires, et on n'arrive pas à le faire en tant qu'enseignant. En tant que chercheur, rien ne justifie qu'on travaille 12 heures dans un laboratoire, rien ne justifie qu'on puisse échanger, des fois s'engueuler, autour d'équations, alors qu'il n'y a pas d'enjeu, mais nous restons tout le temps dans ce fameux adage qui consiste à apprendre pour apprendre. Et après, à apprendre à apprendre. Et je crois que notre société doit se munir de cette notion apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des opinions, c'est logique. Nous sommes dans une société qui se démocratise de plus en plus. On peut avoir une opinion et là-dessus, moi, ça ne me pose aucun problème. Je pense juste, et là je vais être un petit peu dur parce que je suis avec les académiques, donc je vais dire les choses telles que je les sens. Il y a une différence entre l'opinion et l'argument. Ça, c'est important, l'argument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis physicien. Je crois, par rapport à un collègue mathématicien ou un collègue médecin, j'ai un peu plus à dire sur la physique que lui. Et je crois qu'il a plus de choses à dire sur les maths et sur les médecines que moi. Nous sommes dans des sociétés où les gens, on leur tend le micro, ils pensent qu'ils ont un avis sur tout. Et c'est ça qui est grave, cette société en spectacle permanent. La deuxième chose, quand je dis l'argument, nous autres, les académiques, on a inventé une arène importante, qui est consolidée par le savoir et dans laquelle on administre ce qu'on appelle nos accords et nos désaccords, nos papiers, nos convergences, nos divergences et ainsi de suite. Et je crois que lorsque l'argument est présent, ce que j'appellerais moi en recherche l'administration de la preuve est présente, on a une société éclairée. Et je crois que les opinions, c'est une nécessité, c'est important, c'est ça la démocratie, mais à un moment, nos autres, vos autres, quand je dis nos autres, les académiques, nous sommes un peu absents dans le débat public, et ça c'est un débat de l'intelligence artificielle qui est plus que stratégique et plus que capital. J'arrête ma seconde de colère concernant l'état de nos sociétés
et je passe à des choses beaucoup plus évidentes. Alors, il n'y a pas que l'IA. Moi, en 1992-93, j'ai fait mon postdoc à Stanford, et sincèrement, à l'époque, on parlait déjà d'IA, mais on parlait de choses beaucoup plus compliquées que l'IA d'aujourd'hui. Parce que pour nous, je suis physicien et théoricien, nous ne sommes qu'au début de la digue. Au jour d'aujourd'hui, on travaille avec la physique de 1905. Tout ce que vous voyez en algorithme, on n'est pas encore dans les algorithmes quantiques que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, la promesse de la biotechnologie, prenons la recherche en génomique. En 1990, s'est lancé le premier séquençage de génome humain. Il a mis 13 ans, ça a coûté 3 milliards d'euros. Au jour d'aujourd'hui, grâce au Big Data, pour 300 $, vous pouvez avoir un séquençage partiel. Vous pouvez voir, par exemple pour un bébé, s'il pourra avoir Alzheimer, s'il pourra Parkinson, et vous pouvez à la limite aller en prévention. Pour un séquençage complet, vous êtes autour de 1 500 € à peu près. Honnêtement, il faut absolument que l'éthique et le droit s'occupent de ces problèmes-là parce qu'on risque d'avoir une rupture sociétale très importante. Ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et pourquoi pas vouloir un enfant avec des yeux bleus et pourquoi pas ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est compliqué. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi, c'est arrivé il y a 3 ans, la scie qui peut couper un génome et le recoller pour éviter des anomalies futures. Vous voyez, on est en train de parler de l'humain. C'est pour ça que j'ai dit que l'éthique doit être très très proche de ces problématiques. C'est très important. Mais c'est aussi très important, encore une fois, la régulation. La régulation, elle est sociétale. Vous savez, quand tout à l'heure j'ai parlé de l'IA, comme de l'éducation tout à l'heure, on s'adresse à des cultures. Ça, c'est très important d'intégrer la notion de culture. C'est très important aussi la question de réalité. Nous sommes au Maroc. Je sais qu'au Maroc, mais pas qu'au Maroc, je sais qu'au Maroc en tout cas, on connaît l'adage Lyoté, le Maroc utile, le Maroc inutile, je le rappelle tout le temps. Mais je sais qu'il y a moyen, à travers cette technologie, d'avoir un modèle, celui de Rifkin, qu'il a appliqué aux États-Unis. Rifkin, c'est un ancien conseiller de Clinton, où il a pu mettre en place des villages autonomes en énergie et qui peuvent s'entraider dans le besoin. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle un Internet, un Internet énergétique. Et moi, je pense que dans le savoir de demain, l'IA peut contribuer à décloisonner davantage ce monde-là. Donc sur la recherche en biotechnologie, on était sur la notion de vectorisation, on était sur la notion, par exemple, la greffe de la moelle. Vous savez comment ça se passe, la greffe de la moelle osseuse. Quand quelqu'un a le leucémique en stade final, l'idée c'est de trouver un donneur, d'injecter une partie de la moelle parce qu'on fabrique le sang, mais pour aller chercher cette moelle, on récupère 200 grammes, c'est le donneur, mais 800 millilitres de sang du patient. Et ce qui se passe, parmi les risques qui se passent, c'est que les globules blancs emmenés dans les 800 millilitres attaquent le corps du malade. Alors le taux de réussite, excepté la salpêtrière, parce que c'est la salpêtrière qui a inventé cette méthode-là. Je vous rappelle que Saïd a travaillé à la salpêtrière. C'est Jean-Paul Vernon, qui est le patron du plan cancer en France, qui a travaillé sur cette technique. C'est un futur immobilisable. Seul dans le monde, la salpêtrière a 70% de réussite, mais partout dans le monde, vous en avez 30 à peu près. Il y a des fois, c'est 0, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors là-dessus, moi j'ai travaillé là-dessus, c'est pour ça que j'en parle très à l'aise. Là-dessus, on peut faire de la modélisation pour que les globules blancs n'attaquent pas le corps, en les modifiant un petit peu. Donc, c'est-à-dire on peut changer simplement l'angle d'attaque et on peut le changer par une chimie de 5 minutes à peu près. Une chimie de 5 minutes permet aux globules blancs de ne pas être identifiés comme globules blancs et d'être réattaqués par les globules blancs du patient et du coup on peut guérir la personne. Vous voyez, ça ce sont toutes les promesses de la génomie
et de la biotechnologie. Pour les nanos qui sont un peu plus ma spécialité, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez une feuille A4, vous la regardez comme ça, en épaisseur, c'est 0,1 mm. Pour un physicien comme moi, c'est 40 000 atomes. 40 000 atomes, il y a de la place. Puisque moi, pour travailler, il me faut que 3 atomes. Capteur, analyseur, actionneur. Et du coup, sur la nanotechnologie, on peut construire, fabriquer des robots atome par atome. Il y a eu un prix Nobel pour ça. C'est le microscope à effet tunnel. Et construire un objet, un robot atome par atome, vous voyez un peu le défi. Au niveau médical, ça donne la vectorisation. C'est-à-dire on peut envoyer, on sait que les seniors et les enfants n'aiment pas prendre des médicaments, par exemple, on peut leur donner un médicament, pas dans une micelle, mais dans une vésicule, ce sont deux objets différents, qui vont émettre le principe actif sur 5 jours de manière exponentielle, négative. Et on peut l'adresser directement sur la tumeur. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu les nanos. Il y a d'autres applications du nano. Les nanos dans les futurs, d'abord ils sont un peu utilisés par l'armée, mais dans les futures guerres, les nanos, c'est extrêmement dangereux et extrêmement nocif. Et les Américains et les Chinois ne se sont pas trompés. Les pionniers sont les Américains, les Chinois ont encore 120 ans de retard, mais avec l'effet volume-masse, je pense qu'ils vont rattraper la chose au bout de 20 ans. C'est-à-dire que nous sommes capables, au jour d'aujourd'hui, d'en diffuser dans cette salle et d'en les adresser à telle ou telle personne. Vous voyez, c'est neutre, c'est pas détectable, et ça peut le faire. Donc, dans les nanos, la réflexion nano a été amenée 2-3 paradigmes à rompre. C'est que la matière ne se comporte pas de la même façon quand il s'agit de la matière que vous connaissez, tout à l'heure je vais un peu vous perturber par la physique, et à une échelle très basse. Par exemple, le fer, à 8 distances atomiques, devient résistif. Alors vous me dites à quoi ça sert? Vous avez raison. Fouillez dans vos poches, tout le stockage de l'information se fait par cette technologie qui s'appelle la magnétorésistance géante. C'est le prix Nobel de 2007. Donc les nanos nous interrogent, changent complètement notre façon de voir les choses. La troisième chose qui a été un petit peu identifiée, tout à l'heure, je voulais vous, ce que vous voyez à gauche là, ça c'est un plan de graphène, graphite. Vous savez, le graphite, il y en a partout. Des chercheurs anglais et français se sont rendus compte que si on le courbe, il devient un nanotube. Il est 1000 fois plus résistant que le fer. Mieux que ça, il ne casse jamais. C'est-à-dire, lorsque vous tentez de le distordre, il se recombine de l'autre côté. Il a fallu créer des mathématiques pour comprendre ça. Ça s'appelle les mathématiques de la reptation, comme reptile. Donc, ça sont des défis. Ce que vous voyez à côté, là, c'est une start-up israélienne. C'est un médicament. Quand on l'avale, parce qu'il faut lutter contre la frustration chirurgicale, quand on l'avale, il envoie les photos sur un écran. On n'a plus besoin d'entuber et d'inciser et ainsi de suite. Donc les IA, l'intelligence artificielle, s'inscrivent dans ce grand mouvement. Hein, le BAINC, B comme biotechnologie, nano, l'informatique, mais surtout la traduction de l'intelligence artificielle est mauvaise parce qu'en fait c'est connective, c'est pas intelligent. Connective, ça veut dire connexion neuronale. Et c'est pour ça que dans la traduction que nous avons vue sur l'IA, il faut toujours quand même distinguer deux choses. Je vais le redire tout à l'heure. Je rassure le directeur de CNRST que je salue en toute amitié. Je sais qu'il ne m'a pas dit bonjour, mais c'est pas grave. Je rappelle juste une chose. Tout à l'heure, je parlais de culture. Parce qu'on va dire des choses beaucoup plus sérieuses tout à l'heure. Je rappelle juste une chose. Le cerveau... La pensée, pardon, n'est pas dans le cerveau. Juste pour poser des problèmes. Donc, tant que la pensée n'est pas dans le cerveau, nous sommes très bien. Il ne faut pas faire un procès à l'IA comme celui de la bombe atomique. On appelle ça le procès Prométhée. À savoir, on a fait
de l'atome et finalement on a fait Hiroshima. Non, c'est l'humain qu'on a fait un usage nocif. Il faut définir les choses. Et l'IA, c'est l'humain au final qui décide ou pas. Après nous avoir rendu addict à l'Internet, Google nous dit comme ça, hein, vous savez, vous avez toujours la main, vous pouvez éteindre votre micro. Pourquoi vous nous faites un procès? Vous éteignez votre micro. Et si vous réfléchissez un petit peu sur les deux notions, il y a ce qu'on peut apprendre à la machine, ce que la machine peut apprendre par elle-même, mais au final, je vous rassure que au final, il y a des choses qui échappent à la machine. Une machine, par exemple, que vous programmez avec le big data à offrir des fleurs à votre femme, excusez-moi mesdames, c'est vraiment pas une attaque contre les femmes, mais imaginons que son robot ramène des fleurs à chaque fois. Mais des fois, elle a besoin de bijoux, elle a besoin simplement d'une parole sympa. L'être humain, c'est pas forcément mécaniste. Vous voyez? Donc, en France, je fais une vanne beaucoup plus méchante, mais là, j'ai fait attention. J'ai oublié de parler de mobilité. Vous savez que les Américains, Google a sorti le Google Car qui a fait, là, au jour d'aujourd'hui, à peu près 10 millions de kilomètres parce qu'elle a laissé, et elle n'a fait aucun accident. Ils ont résolu le problème connu. Il y avait un problème connu lorsque le véhicule avait, dans une situation compliquée, à choisir entre une vieille dame ou un chat. D'accord? Il fallait qu'il fasse un choix. Ça, c'est de l'intelligence un petit peu artificielle. Donc, il fait du big data, il identifie. Il avait un choix. Bien évidemment, le véhicule écrase la vieille dame. Non, plutôt le chat. Donc, sur cette notion de... Je veux juste vous amener sur le véhicule, parce que ça paraît beau, ça paraît séducteur, et ainsi de suite. Si le véhicule est autonome, les assurances, à 89%, gagnent de l'argent sur les accidents. Les permis, qui est responsable? L'alcool au volant, qui est responsable? Vous voyez toute la chaîne qui change complètement. Donc tout ce qui nous paraît comme une innovation, quelque part, elle a sa part d'ombre. Alors et bien sûr, je vous rassure, les assurances vont faire tout le lobbying qu'il faut pour qu'elles ne sortent pas tout de suite. Mais la réalité du monde, c'est celle-là. La réalité du monde ne se trouve pas dans le livre, disait Galilée. Elle se trouve dans le monde. Et dans le monde, vous pouvez mener n'importe quelle politique, l'être humain aura toujours ce qu'on appelle le choix probabiliste. On ne pourra jamais dire ce qu'il va choisir. Nous sommes des fois frangins, nés de la même mère, du même père, avec la même éducation, on ne fait jamais les mêmes choix. Donc, vous voyez, cette probabilité-là, je ne pense pas que le Big Data peut le remplacer. Donc, je reviens sur les trois stades. Vous avez le premier stade, c'est la notion d'objet. Le deuxième stage, c'est l'apprentissage. La troisième chose, c'est la raison. Tout à l'heure, le président de CNRST avait parlé des déclinaisons de son programme. Ils sont dans cette logique-là. Il a surtout parlé de la phase 3, qui est la phase, au jour d'aujourd'hui, à développer. C'est-à-dire des machines qui réfléchissent, qui peuvent apprendre, mais surtout qui fassent des choix. Et Ian LeCun dit, nous travaillons chez Facebook, Ian LeCun c'est un Français qui est responsable chez Facebook de la reconnaissance visuelle. Il dit, nous travaillons sur des ordinateurs qui ont des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent être jaloux, ils peuvent être méchants, ils peuvent dire, voilà, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Mentir, alors que normalement c'est 0A, hein, c'est binaire, ce sont des bits, 0, 1, 0, 1. Donc vous voyez un petit peu les enjeux. Donc au jour d'aujourd'hui, les stades qui se proposent à nous, je vais aller un peu plus vite sur quelques rappels. Je ne veux pas vous offenser en vous rappelant l'IA faible, l'IA fort. L'IA faible, c'est ce que vous avez, c'est série, c'est celle qui a battu Sakharov. Je dirais, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est une IA qui nous a déjà envahis. L'IA forte, pour moi, c'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse parce qu'on n'en maîtrise pas du tout les contours. Deuxièmement, c'est l'IA secrète. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de papier fait dans le monde. C'est là où il y a beaucoup de secrets d'État parce qu'il y a un enjeu très important sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on veut faire
des choses qui réfléchissent comme l'humain. Pourquoi? Parce qu'on veut aller au-delà de l'éthique. Si vous faites faire des choses à des humains, vous allez être confronté à l'éthique, au droit, mais si vous allez sur une machine, personne ne s'occupera de l'humeur et de la culture de la machine. Donc, je passerai là-dessus, comment surpasser l'être humain. Je vais aller beaucoup plus vite sur le Big Data et je dirais la chose suivante, c'est que sur le Big Data, je vais être très vite, sur le Big Data, tout à l'heure j'ai parlé de Google et les informations qu'il reçoit. En 2015, Google a gagné 57 milliards d'euros sur vos données. Alors, on a tous l'impression que je fais Wikipédia, je trouve, et c'est gratuit. D'accord? Mais si tout est gratuit, disait Tim Cook, le patron d'Apple, c'est que vous êtes le produit. Il n'y a pas à se tromper. C'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'on vous donne les choses gratuitement. Il y a un prix Nobel là-dessus, de Jean Tirole, un Toulousain, qui a appelé ça l'économie biface. Vous allez chercher une voiture, vous tapez, vous cherchez dans Renault, ils prennent la donnée, ils la vendent à Peugeot, qui elle vous envoie des pubs de Peugeot. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'économie biface, c'est le prix Nobel d'économie de 2013. Et ça, c'est une nouvelle économie qui s'offre à nous. C'est-à-dire, nous sommes potentiellement le produit de Google. Et il nous vend, et il fait semblant de nous aider. Et en fait, nous sommes addicts à ça. Donc, quand tout à l'heure j'ai parlé de la révolution industrielle, il y a bien sûr la notion de les données sont le carburant, mais sans l'IA, il n'y a pas d'utilisation de données. Alors la difficulté, et c'est là le physicien qui va parler tout à l'heure, c'est-à-dire moi-même, je parle de moi à la troisième personne, c'est très bien d'avoir des données, c'est très bien de faire des corrélations, parce que les données on va les classer, puis on va regarder les corrélations et les tendances, mais croyez-moi, nous avons encore toute une marge supérieure à la machine, et pour très 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 longtemps. Donc ça m'a toujours fait sourire quand nos collègues nous vendent de l'IA comme un plus incroyable, mais je vous rassure, nos névroses sont beaucoup plus supérieures que ce qui se passe au niveau de l'IA. Juste le match, parce que ça c'est juste quelques rappels, là où l'IA a eu des succès, et tous les succès qu'elle a eu, que ce soit dans le jeu de Go, que ce soit dans le jeu d'échecs, tous ces trucs-là, c'est simplement l'IA faible. C'est tout simplement l'IA faible. Alors maintenant que rentre la notion de rupture avec les réseaux neurones, c'est-à-dire l'IA connective, c'est là où les neurosciences ont un rôle très important. Je vais tout à l'heure rappeler dans l'école, parce qu'on m'a demandé de parler de l'école, donc je vais parler de l'école. Dans l'école, vous allez voir que les neurosciences ont un rôle primordial. Primordial parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables, je dis bien, nous sommes capables de voir un cerveau réfléchir. Nous sommes capables de voir comment un dyslexique lit un texte, comment quelqu'un qui a la dyscalculie fait de l'addition. Nous sommes capables de filmer le cerveau par IRM et voir les neurones activés et d'injecter, bien injecter, des courants faibles pour corriger cette anomalie. Et l'IA se propose, bien sûr, de s'approprier ces aspects-là. Celui qui le fait en France, c'est un laboratoire dirigé par Denis Lébillon. Denis Lébillon travaille sur le cerveau qui réfléchit, et ils sont à la limite dans ce laboratoire-là, je pense 5 académiciens, dans Ladislas Johan, qui est absolument à la mode en France, parce qu'il travaille sur un enfant qui apprend. Donc il y a trois ensembles de technologies qui constituent l'IA. Je vais passer très vite, les machine learning, les NIP, tout à l'heure ça a été évoqué, et le deep learning, et je vais voir le processus qu'elles utilisent. C'est apprendre, percevoir, communiquer, raisonner. Je le fais exprès, pas dans l'ordre, parce que la machine ne le fait pas dans l'ordre. Par contre, elle est outillée en algorithme pour pouvoir les classer. Alors que nous, on a besoin, par exemple, pour nous, quand je parle, la machine voit juste un signal. Elle peut l'inverser. Pour elle, c'est juste des ondes. Donc, par contre, les algorithmes permettent de leur donner, alors que le cerveau, lui, va le faire, et il est toujours supérieur d'ailleurs là-dessus, il est supérieur, il arrive tout de suite à donner sens à la parole et à mettre les raisonnements qu'il faut.
D'accord? Même si la machine calcule plus vite, le cerveau fait les corrélations plus vite et agit beaucoup plus vite. La deuxième chose qui est très importante, c'est de voir par exemple là c'est juste quel type d'IA on utilise pour trois aspects. La voiture autonome, le Google AlphaGo et le Facebook. Donc c'est quoi le Google AlphaGo? Ça, j'en ai parlé. Le Google AlphaGo, c'est quelque chose, en fait, c'était un jeu américain, où vous trouvez la question, on vous donne la réponse, vous devez trouver la question. Et on vous donne même un mensonge, et vous devez trouver si c'est une question ou c'est un mensonge. Hein? Donc là, c'est une autre intelligence. Vous voyez, c'est pas simplement de l'IA. Et ensuite, il y a le réseau de neurones qui, lui, peut faire de l'abstraction, chose que le numérique classique ne le fait pas. Alors voilà les aspects, c'est le langage, ça a été évoqué tout à l'heure par le président du CNRCT, je t'ai cité 2 fois, donc tu dois payer 2 coups. Bien sûr, il y a des enjeux, je vais aller plus vite, il y a des enjeux économiques, des enjeux de formation, les enjeux technologiques et scientifiques et les enjeux éthiques. Les enjeux de formation, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est l'objet de ma conf, mais je vais la faire très courte. Le ministre m'a rappelé que je dois parler de tout. Et d'abord, vous savez, tout à l'heure les zones décloisonnées, il va falloir réinventer la formation tout au long de la vie, la formation continue, décloisonner les régions, et surtout, il va falloir changer notre mode de former nos enseignants. Là, l'enseignant n'est plus un enseignant classique, il va être un médiateur de savoir, il est plus dans l'accompagnement. Je vais passer vite, si vous permettez, sur ces aspects-là, parce que je les ai dites, plus ou moins, et juste voir un petit peu comment la machine résonne lorsqu'elle reçoit une information. Pour le cerveau, c'est un signal électrique qui se transforme en geste chimique et qui le transforme en signal électrique. Voilà comment le cerveau réfléchit globalement. Ce sont des signaux extrêmement faibles. Quand je reçois une information, quand je regarde par ici, voilà ce qui se passe. Paf, c'est un signal électrique, je déclenche un signal électrique, la chimie, puis l'électrique, et là je repère. Dans l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est quand je regarde, je mets 1 milliard de photos. D'accord? Donc c'est l'apprentissage par l'exemple. 1 milliard de photos et je sais détecter à quelle photo vous correspond. D'accord? Un chat, un lion, voilà, si on prend les félins par exemple. Et lorsque vous observez une machine learning réfléchir, grosso modo, lorsque l'algorithme qui maîtrise, c'est juste un algorithme de l'exemple. On agit par l'exemple. Je vais vite parce que je viens de le dire. Est-ce que vous pouvez lire ce texte? Tout le monde là aux yeux? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez exactement prendre un signal électrique, un signal chimique, un signal électrique, et vous allez le lire tous facilement, au bout de la 4e ligne. Bien. Alors, ce que vous avez fait quasiment top chrono en 5 secondes, une machine va défiler exactement 4,7 milliards de photos pour détecter le texte. Sauf qu'elle le fait vite. Donc, vous voyez comment le cerveau est extrêmement compliqué. Vous avez à la fois mobilisé le sens. D'abord, vous avez capté, analysé, actionné pour comprendre. Mais vous avez mobilisé quelque chose que la machine ne comprend pas toujours, c'est la notion du sens. Voilà, ce que j'appelle moi réfléchir hors limite. Donc je passe très vite. Voilà, en fait, c'est l'illustration de l'exemple, c'est celui-là. Comment on identifie une photo, comment les choses se passent dans un cerveau, en fait. Vous voyez un petit peu? Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est comment je passe sur le deep learning voilà, je passe sur ça, c'est très vite, je passe sur ça aussi. Voilà, juste, parce que c'est pas clair peut-être, c'est juste les applications dans tous les secteurs de l'IA, en termes de formation,
en termes de santé, en termes d'industrie, en termes de... Vous avez ici, je suis désolé, vraiment c'est très petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Tout ça pour vous dire que l'IA va envahir quasiment tous nos secteurs. Elle l'a déjà envahi, on ne s'en rend pas compte, c'est toujours l'IA faible qui est envahie. L'IA fort, je vous dis, elle est dans ses stades, elle est bien développée, mais elle n'est pas en stade civil. Donc voilà un petit peu les aspects que nous allons examiner et les initiatives dans le monde qui sont, je les ai reconnues tout à l'heure, mais je reviendrai dessus. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, un benchmarking de toutes les politiques IA dans le monde. 1. Les initiatives et 2. Les secteurs concernés. D'accord? Et vous allez voir, au-delà de l'énergie et de la relation client, il y a bien sûr les finances, etc., la santé, la robotique, mais il y a surtout l'éducation numérique. Il y a un vrai sujet de l'école au niveau du numérique. Et je crois que là-dessus, il faut absolument... C'est une urgence, il faut absolument y réfléchir. Je vais vite, parce qu'il y a des choses, je reviens sur la question. Maintenant, la question qu'on se pose, parce qu'on a des enfants, je pense tous, plus ou moins, et on voit la pratique de nos étudiants, comment convaincre un jeune qui pense avoir un deuxième cerveau qu'il faut venir à l'école. Pour moi, ça, c'est une vraie question. Parce que nos jeunes, si vous faites un copier-coller d'un PowerPoint que vous avez piqué dans Internet, ils le trouvent tout de suite. Si vous dites quelque chose, ils la vérifient tout de suite. Comment, je dirais, ruser et leur dire que le fait qu'ils viennent en cours, ils auront un plus. Alors, d'abord, la première des choses qu'il faut imaginer, c'est un peu notre difficulté. Voilà une école en 1900, une école en 2000, une école aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire, nous faisons un cours dans sa forme qui est resté le même. Je veux bien jouer le rôle d'un vieux mammifère en fin de parcours et dire ils sont nuls, mais non. Il y a quand même un vrai problème de mode de savoir et de mode de transmission du savoir. On ne peut pas... Einstein disait cette phrase et je l'aimais beaucoup. Vous pouvez persuader un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à être convaincu qu'il est nul. Et je crois que partout dans le monde, nous avons pris nos étudiants, les élèves, ceux qui sont sortis, on fait partie, hein, cette maison en fait partie bien sûr, mais les autres on en fait quoi? Pour moi l'enjeu c'est les autres, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est pas... L'enjeu c'est comment ramener les autres à l'école et comment les faire réussir. Les gens qui réussissent, ils ont la motivation, ils ont l'habitus bourdivien, l'école, la savoir et ainsi de suite. Mais ceux qui n'en ont pas, comment on va les faire venir? Et c'est l'IA, je pense, peut y contribuer. Peut y contribuer pour plusieurs façons que je vais évoquer. Je suis un peu long, hein, d'accord, mais je voulais juste poser le problème. La première des choses, d'abord, il faut se convaincre que 47% dans le monde occidental, mais je pense qu'au Maroc, ça va être une vraie catastrophe, des emplois d'aujourd'hui seront éliminés de toute façon. Voilà. Quand, dans ma région, ils ont reçu Amazon, je me rappelle très bien, ils étaient fiers parce qu'il y a 1000 emplois. C'est très bien. Mais moi, quand on m'a posé la question, ils étaient un peu déçus, les élus, les politiques, parce que je leur ai dit, Amazon s'y trouve mieux, il ira ailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois non qualifiés. S'il y a des emplois qualifiés, Amazon ne bougera pas. Par exemple, sur nos secteurs de formation, de pépites de formation, dans le stockage d'énergie, je sais pertinemment que s'ils s'installent chez nous, ils n'iront nulle part. Pas parce que je suis devant vous et que je le dis, mais c'est une évidence en France. Le stockage de l'énergie, hors d'Amiens, point de Seine. C'est ce qui se fait de mieux en Europe. Donc forcément, quand on fait des formations pour nos petits jeunes, ben, ils sont casés partout, et du coup ça résonne partout, et du coup ça donne de la visibilité partout. Donc ces 47%, il faudrait peut-être y penser, donc tout ce qui est tâches répétitives, tout ce où il n'y a pas de plus-value intellectuelle va disparaître, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Parce que d'abord une machine
bah, ça tombe pas malade, ça peut travailler le dimanche, ça récupère pas de congé, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai sujet sur l'éducation autour de ces problèmes-là. Donc pour moi, la problématique, c'est agilité, adaptabilité, polyvalence. Hein, c'est ça le fameux apprendre à apprendre. Et apprendre à apprendre, c'est apprendre à devenir en permanence. Tout à l'heure, quand Monsieur le ministre m'a présenté, je suis à la base un physicien, j'ai des copains qui sont là, je suis juste physicien théoricien. On m'a mis dans un garage en Californie avec des informaticiens, des matheux, un historien, un philosophe, et elle nous a dit, vous allez réfléchir sur un problème, et l'idée, c'est l'apprentissage par les pairs. Je vous parle de 1992. Ce que nous devons faire, c'est cette notion d'apprentissage par les pairs et cette notion d'évaluation par les pairs. Déjà. Parce qu'on crée une émulation entre les pairs. La deuxième chose qui sera très importante, au Maroc, il y a la massification. C'est à peu près la même chose en France. Et je sais que vous allez me le dire, et vous aurez tort, bien sûr, parce que je ne serai pas d'accord avec vous, parce que je l'ai dit à un moment, ils sont de moins en moins bons en ce moment. Je vous rappelle, je connais les statistiques en France, vous me permettez. En France, le bac a été créé en 1868. Jusqu'en 1900, il y avait 10 000 bacheliers en France. Aujourd'hui, il y a 600 000. D'accord? Et si on me dit, ils étaient bons, c'est vrai. Mais si je prends les 50 000 dans les 600 000, ils sont beaucoup plus forts que les 10 000. Déjà. La deuxième chose, la massification, c'est une volonté politique d'aller vers ce que j'appellerais la société du savoir. Elle a ses échecs, mais elle a ses réussites. Mais ce qui est important, ce qu'elle peut nous apporter lié à là-dessus, c'est d'abord éviter la notion d'inscription par défaut. Beaucoup d'étudiants viennent à l'université parce qu'ils n'ont pas été prêts ailleurs. Hein, c'est clair. La deuxième chose, le décrochage. La troisième chose, identification, je dirais, des lacunes, et pouvoir les rattraper par le numérique et par l'hybride. Je ne suis pas très numérique en fait, je suis plutôt hybride, c'est-à-dire qu'il y a du numérique et de l'humain, il faut absolument les deux. Hein. Donc, tout cela va nous amener à la problématique de l'approche adaptative, c'est-à-dire personnaliser le parcours des étudiants. On ne peut pas le faire au jour d'aujourd'hui, aucun État n'a les moyens de le faire de cette manière-là. Par contre, avec le numérique, on peut imaginer des choses de ce type-là. Quand je dis aucun État, je parle de la France, du Maroc et d'autres. Donc on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, il faut être un petit peu pragmatique sur l'approche. La deuxième chose qui me semble dans cette société du savoir, c'est quels sont les enjeux en fait avec la notion d'outil. Je le précise, l'IA ne peut être qu'un outil, c'est-à-dire qu'il peut être réfléchi dans sa conception. Ensuite, quel public, hein, et là, c'est plutôt les tests de positionnement. Après, vers quelle finalité? Je le dis à mes profs, j'adore la physique, mais des fois, quand j'ai un public qui ne comprend pas le sens de ce que je vais faire, c'est pas la peine que je le traîne vers la deuxième quantification. Ça ne sert strictement à rien pour lui. Maintenant, si il rencontre sa passion, c'était mon cas, sincèrement, j'étais un matheux à la base, il va me taquiner Hassan, mais je suis vraiment un matheux à la base, mais un jour j'ai rencontré la physique. Et quand j'ai rencontré la physique, je parle de mon expérience personnelle, sincèrement, je savais, je l'ai dit à mon prof, d'ailleurs il m'a bien asphalté, parce que j'étais un peu jeune et arrogant, il me passe à l'oral et je lui dis, je vous mets un défi de me coller. Bien sûr qu'il m'a collé. Mais il l'a retenu parce qu'il m'a pris en thèse. Il a dit ça, c'est un névrosé complet. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est chacun apprend différemment, l'accompagnement, le décrochage. Et là, le métier de professeur doit absolument changer. Il n'est plus la source du savoir. Il est là pour partager et faire partager le savoir. Il y a une nuance. D'accord? Dans la pédagogie inversée, ça consiste à donner à l'étudiant le cours et travailler sur ses lacunes. Là, ça va au-delà de ça. Ça va aussi à la mettre en synergie les élèves dans une classe. Hein. C'est ça qui est important. Je ne vais pas m'apesantir beaucoup parce que je sais que tout le monde est pris. Je voulais juste vous dire quelques a priori que vous avez peut-être qui sont fausses. Hein.
10% de l'apprentissage ne vient pas du tout de nos classes. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. D'accord ? 20% de notre apprentissage, ça sont les neurosciences qui nous le disent, viennent plutôt de nos interactions sociales. Et 70% de l'apprentissage va venir, bien sûr, de toutes les pratiques et les expériences que nous pratiquons. C'est pour ça que vous avez la promotion de la notion du learning by doing qui vient des États-Unis. Alors, ils ont fait des expériences, ils ont pris des souris, une souris isolée où ils l'ont bien nourrie, d'accord, elle était mais toute seule. Et puis ils ont regardé ça en activité cérébrale. Ils ont pris une souris qu'ils ont plus ou moins affamée, mais dans un groupe de souris. Elle était en interaction. L'activité cérébrale de la première, qui était dans le confort, a baissé. Et l'activité cérébrale de l'autre a complètement augmenté, et 4 fois plus. C'est-à-dire que notre relation sociale est importante. Je suis désolé de le dire comme ça, mais nous sommes d'abord des animaux de meute. Et on le voit dans nos interactions. Hein. Sartre disait l'autre est l'enfer. C'est-à-dire, rien n'explique qu'on ait des rivalités quand même très dures entre nous. Nous sommes gentils, on est tous cousus, c'est filtré, c'est très bien. Mais le milieu universitaire, c'est un milieu extrêmement compétitif. Et ça, je pense, dans les entreprises, ils ne le savent pas. Et ayant travaillé avec les entreprises, moi, je les trouvais pas vraiment des bosseurs. Et ils gagnaient 4 fois plus que moi. Et je les trouvais même, et je leur ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons tous les malheurs du monde. Nous sommes habités par ce que nous faisons, parce que c'est de la passion. Et ça nous anime tous dans cette salle. Mais c'est vrai qu'il y a les a priori du fonctionnaire. Je connais la chanson. Les fonctionnaires, ils ne font rien. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Mais bon. Et ils nous payent, et ainsi de suite. Et c'est bien. D'accord. Je suis un dur, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'était à droite, ici, là, pardon, à gauche, vous avez ce que les gens retiennent, et de l'autre côté, ce que vous mettez en place et que eux peuvent formuler. Et l'IA est capable de faire plutôt la deuxième partie pour accompagner la deuxième, parce que quand vous regardez que sur la lecture, il n'y a que 10% que nous retenons, 20%, on retient que 20% ce qu'on entend, par contre, on retient 30% de ce que nous voyons. Si on fait les deux, on arrive à 50%. Donc, dans nos modalités de mise en place pédagogique, nous sommes convaincus que le cours n'est qu'une médiation et qu'un exercice de motivation. Si on n'a pas compris ça, honnêtement, il ne se passera pas bien ce cours. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de médiateur. Quand on fait un cours, il faut qu'on donne envie. S'il s'agit d'éviter un savoir, un mur, on peut le faire dans un mur, hein, c'est pas ça ne change rien. Donc l'IA, elle, peut relier les deux. C'est-à-dire, peut mettre les tests de positionnement au fur et à mesure que le cours avance pour savoir si les acquis le sont ou pas. La deuxième chose, je vais arriver à mon... c'est la notion de différenciation. C'est-à-dire, l'IA peut mettre en place, la flexibilité, l'adaptation et la modification. Et ça, c'est pour moi très important. À droite, c'est l'évaluation à chaque étape. Ça, on peut le faire, mais c'est toujours le patron, ça va être l'enseignant ou l'enseignante, bien sûr. C'est toujours dans l'accompagnement. Donc, pour moi, cette interaction en machine, elle est autour des tests, la modélisation de parcours, c'est-à-dire l'étudiant choisit son parcours, une pédagogie inversée et une évaluation par étape. Je vais passer vite. Là-dessus. Je vais arriver pour finir, parce que c'est long, j'ai conscience que c'est long. Je vais arriver très très vite. Juste pour vous dire que ce que je viens de dire existe déjà. Hein. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les Fab Labs. Ces cours-là existent. Ils ont commencé aux États-Unis, ils nous arrivent maintenant en Europe. Voilà maintenant les classes Fab Lab, en ce moment, dans les meilleures universités du monde. Il n'y a plus des cours d'amphi comme on le voit. Hein. C'est fini ça. Mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse. S'il vous plaît, désolé, on va faire un peu de physique.
C'était pas prévu, mais il faut le faire. Donc, mais au-delà en fait de l'IA et au-delà de la réflexion, les slides, je vais les donner à Omar. Donc, il peut les diffuser, bien sûr. Ils sont un peu plus longs que ça, parce que je voulais aller à l'essentiel. Pour moi, il y a d'abord le data science, le marketing et la programmation. Voilà 3 choses. Mais je veux revenir sur le data science. Le data science, c'est important parce qu'il y a des limites. D'abord, il y a des limites matérielles, il y a des limites humaines, et il y a des limites également émotionnelles. Juste pour vous dire ce que représente, par exemple, ici, le Watson, celui qui a battu Kasparov. Maintenant, si vous arrivez au cerveau, vous aurez un problème de place, de mettre un ordinateur qui comporte 6 millions de composantes, 6 millions de Watson. Il y aura juste un problème de place, plus l'entretien. Vous savez qu'un ordinateur de cette taille-là, il faut le refroidir, il faut l'entretenir, et ainsi de suite. Donc il y a déjà cette limite-là, et elle existe. La deuxième limite, c'est la problématique des données. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de données. Il faut savoir que les données utilisées en ce moment par les algorithmes de santé sont toutes, je dis bien toutes, et j'assume ça, non consolidées. C'est-à-dire que les algorithmes ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que les conditions de prise de données n'ont pas été administrées dès le départ avec les exigences de la médecine maintenant. Dans les données américaines, les open source américaines que vous trouvez sur Google, vous allez trouver que vous avez des données scientifiques, d'abord dans la médecine, mais il manque le poids, il manque la taille, il manque un certain nombre de choses. Donc les corrélations sont un peu limitées, les algorithmes sont un peu limités. La deuxième problématique, c'est que l'IA, si on ne s'y prend pas tôt, et je salue cette initiative que j'ai entendue tout à l'heure, va creuser l'écart nord-sud. Elle va le creuser de manière catastrophique. Elle va creuser l'écart nord-nord, sud-sud. Nord-sud sur la notion de technologie, nord-nord, sud-sud sur la notion de moyens économiques. Tout à l'heure, si je vous ai dit, j'ai parlé de la génomique, j'ai parlé de moyens, des gens auront les moyens ou pas. L'IA, c'est à peu près la même chose. Ensuite, il y a la problématique de GAFAM qui cherchent cette course à la donnée. Cette course à la donnée qui pose un vrai problème parce qu'ils souhaitent vraiment mettre la main sur la souveraineté en termes de données. Et là-dessus, c'est pas un hasard si les Chinois ont créé le leur, ont créé leur Google, c'est Baidu, c'est pas un hasard si les Russes cherchent à créer le leur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je parle par exemple sur les questions de sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure à table, sur la question de sécurité, moi j'étais un sportif, c'est vrai, croyez-moi, même si j'ai pris un peu de poids, on savait qu'en France, par exemple, l'espace aérien est occupé à peu près par le civil en dessous de 10%. Le reste, c'est une zone militaire. Et comme je faisais du VTT et du footing, il y avait des zones où on n'avait pas l'accessibilité. C'était des zones secret défense. Google a tout filmé. Il n'y a plus de zones cachées pour Google. Vous voyez, vous voulez louer quelque chose en Espagne, en Italie, en Turquie, où vous voulez, vous tapez, vous allez carrément avoir la photo de là où vous avez loué, quoi. Donc, vous voyez, et ça, c'est pour ça que je parle de la notion de sécurité, et c'est une vraie problématique. Si vous pouvez lire, voilà les fables de La Fontaine, je les ai passées pour rigoler, un traducteur anglais, polonais, espagnol, et je les ai retraduits en français. Et ça, c'est vraiment les limites de l'IA. C'est plus les mêmes fables. J'ai utilisé un super traducteur. En tout cas, il se vend comme tant que tel. Donc vous voyez, nous sommes quand même la notion de sens, la notion de culture. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la pensée n'est pas dans le cerveau. Mais je vous invite à regarder ce petit vidéo parce que il me reste à peu près 5 minutes.
who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. C'est une publicité pour les cyclistes et elle veut dire une chose très importante. La réalité n'est pas du tout ce qu'elle s'offre à nous. On a juste une représentation de la réalité. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples, parce qu'il faut qu'on avance sur ça, sur le big data. J'aime bien quand on parle du big data comme un potentiel incroyable, ce qui est vrai pour la médecine en termes de diagnostic, ce qui est vrai sur pas mal de choses. Le big data, c'est la mise en corrélation de données. Mais le big data, c'est certainement pas la relation de cause à effet. Moi, je suis un scientifique. J'aime bien la notion de cause à effet. Donc, le big data va nous aider sur un certain nombre de choses. Mais il ne nous aidera pas du tout sur cette notion de cause à effet que les physiciens aiment beaucoup. Je vais donner un exemple. Ça, c'est un exemple indien que j'aime beaucoup. Quand vous prenez un enfant, donc les Indiens, dans une tribu qui s'appelle Kashkai, ils prenaient un petit éléphanteau pour l'éduquer, ils lui mettaient une corde forte. Bien sûr, comme il est perturbant, il essaie de se décrocher, il le décroche de temps en temps, mais il le raccroche à la même corde. D'accord? Et il l'habitue à ne pas tirer sur la corde parce que de toute façon, il n'arrivera jamais. Et quand il devient grand, ils lui mettent la même corde, il ne tente jamais de l'arracher. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire aux élèves qu'ils n'ont pas la bosse des maths. Parce qu'ils vont devenir incapables de tirer la corde. Ça, c'est quelque chose que les profs, les familles font systématiquement quand on parle à un élève. On lui fabrique des blocages systématiques. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, c'est un message que se passe aux profs que vous êtes et aux parents que vous êtes. Ne faites jamais ça. Tout le monde a sa part du rêve. Tout le monde. Le deuxième exemple, c'est outside of the box. Je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'est un exercice qui a été donné à un adulte. C'est-à-dire, comment rendre cette chaise mobile. Un adulte répond, je mets des roues. C'est ingénieux. Mais vous demandez à un enfant de 8 ans, c'est un enfant de 8 ans qui va répondre. Parce que l'adulte réfléchit dans le cadre. Un enfant de 8 ans, c'est une fille, elle a fait ça. Elle a réfléchi outside of the box. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi l'école passe de ce stade-là au premier stade. Ça, c'est une vraie interrogation. Alors, on peut faire des variantes, on peut faire des variantes comme ça pour l'adulte. Ben, elle, Marion, a transformé en petit oiseau. Vous voyez? Et ça, notre école, quand je te parle, c'est pas que je parle de l'école marocaine, je parle de l'école dans le sens large du terme, formate les savoirs pour réfléchir dans le cadre. Et je crois que si on fait ça, alors je vais passer sur cet exercice de maths, j'aime bien cet exemple-là, parce que dans le 100 en hauteur, c'est vraiment l'innovation de rupture. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'iPhone comme innovation et, là, c'est une innovation ou. À chaque fois que le record du monde de saut a changé, le sauteur a changé de sa façon de faire. C'est pour ça que dans la notion de rupture, outside of the box, je suis désolé, je vais citer Einstein. D'abord, je commence par Galilée. Tout à l'heure, je vous ai dit, la réalité n'est pas ce qui s'offre à nous. Vous, intuitivement, vous allez faire comme Aristote. Je vais vous donner une plume et 1 kilo, et je vais vous dire, je le fais tomber de la tour de Pise, c'est une expérience de pensée, les physiciens aiment bien ça. Qui tombera le premier? Forcément, vous allez me dire,
le métal à côté. D'accord? Maintenant, je vais appliquer ce principe-là. Je vais prendre le même kilo, je le mets à côté, je prends la plume et je l'accroche à 1 kilo. Si j'applique votre raisonnement, si je vous dis pourquoi il tombe, vous allez me dire c'est normal, c'est le plus lourd. C'est logique. Intuitif. Okay. Intuitivement, vous pensez qu'il y a des lois qui régissent comme ça et vous avez raison. Si j'attache la même chose et je mets un autre kilo, qui tombera le premier? Ben forcément le kilo seul, parce que la plume va tendre le fil et va devenir un parachute. D'accord? Ça, c'est Galilée. Mais lui, il va donner une définition qui n'a rien à voir avec l'intuition. Il va dire tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Galilée ne savait pas ce que ça veut dire le vide. Et Apollon 15 a rendu hommage à Galilée. Quand ils sont montés sur la Lune, donc ils étaient dans des conditions de vide, ils sont montés avec un falcon, donc ils ont pris une plume de falcon, ils ont pris un marteau, et Burns va faire l'expérience en disant en anglais, nous sommes arrivés ici grâce à la physique de Galilée, attention, 1542. Il sort de sa poche, là, vous voyez, un marteau, plume de faucon, parce que falcon, faucon, et rend hommage à Galilée en faisant l'expérience devant vous. Il va tout lâcher, il va crier Galilée a raison. Hop, il lâche. Pas encore lâché, il lâche. 1, 2, 3, il tombe à la même vitesse. C'est ça, réfléchir hors limite. Hors les limites de notre intuition. J'ai d'autres exemples à vous donner. Bien sûr, Einstein et la courbure. Bien sûr. Mais je voulais vous parler de la distorsion de temps et des charges Schrödinger et j'arrêterai là. La distorsion du temps, imaginez... Excusez-moi, monsieur le ministre, c'est un peu long. C'est un peu long? Ça va? Imaginez que j'ai une machine ici qui détecte les muons. Détecteur de muons, ça ressemble à un oscilloscope, si vous savez ce que c'est. Dans un laboratoire, on voit des points qui apparaissent, ce sont des muons. Les muons sont fabriqués par des nuages cosmiques en interaction à 10 000 mètres, à peu près. Et ces muons, ils ont un temps de vie de 6 microsecondes. C'est-à-dire au bout de 0,6 microsecondes, ils explosent, ils deviennent 200 électrons. Donc, 10 000, et moi je les observe dans mon laboratoire sur Terre. Ok? Et maintenant, je vais faire un peu de physique. La vitesse de la lumière, imaginons qu'ils roulent, qu'ils vont chuter à 300 000 km/h, à 10 000 mètres. Si je multiplie la masse, le temps, la vitesse, et ainsi de suite, ils vont parcourir 600 mètres. 600 mètres. D'accord? VT égale à 600 mètres. X égale à la vitesse fois le temps. Alors que moi, je suis à 10 000 mètres. Comment se fait-on que ce qui explose là-haut, qui se jette à 10 000 mètres, moi je l'observe dans mon laboratoire. Mais 10 000 mètres à moi, ce sont 600 mètres pour ce muon. Là, on appelle ça la distorsion du temps. C'est-à-dire, le temps a basculé. Vous me suivez? Croyez-moi, il n'y a aucun ordinateur au monde qui ne peut imaginer ça. Par contre, il y a un fou furieux qui s'appelle Einstein qui peut imaginer ça. C'est ça ce qu'on appelle réfléchir hors du temps. Mais Einstein avait, vous savez, nous on aime beaucoup Einstein, c'est le plus populaire. Mais Einstein n'a pas vu venir un truc qui s'appelle, je ne parle pas par hasard de ça, parce que je vais revenir à l'IA, n'a pas cru du tout à la mécanique quantique. Il n'y a pas cru. Donc il y a eu un débat avec un certain Schrödinger. Quasiment, nous savons tout expliquer grâce à Newton sur tout ce qui est autour de nous. Mais dans l'infiniment petit, Schrödinger a trouvé une équation où il explique quasiment tout, quasiment tout, sur l'infiniment petit. C'est l'équation Schrödinger. Mais elle est compliquée. Je pense qu'elle est compliquée même aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux l'expliquer, mais elle est assez compliquée. Donc pour l'expliquer à Einstein,
Parce qu'en fait, il dit qu'une particule peut être partout là, aujourd'hui. Mais on ne peut pas deviner exactement où elle est. Mais elle est partout. Donc la notion de localité. Einstein lui dit Dieu ne joue pas au dé. Donc il invente une expérience de pensée qu'on appelle le chat Schrödinger, que je vais vous exposer et je vous dirai l'impact de cette expérience sur l'IA après. Il faut que j'arrive à changer. J'arrête après, je vous rassure. Il ne faut pas faire parler un passionné, donc c'est... Il n'y a pas de son? Cette même boîte se trouve un mécanisme composé d'un atome et d'une fiole de poison. Schrödinger sait qu'au bout d'un temps donné, un atome radioactif a une chance sur 2 de se désintégrer et de libérer dans la boîte un poison mortel. Une fois le temps écoulé, le chat est donc soit mort empoisonné, soit bien vivant et impatient de sortir. C'est en ouvrant la boîte qu'on peut voir si le chat est mort ou vivant. Néanmoins, avant de regarder dans la boîte, la mécanique quantique, une branche de la physique étudiant l'infiniment petit, nous dit que le chat est à la fois mort et vivant. On dit qu'il est dans une superposition d'états quantiques. Seule l'ouverture de la boîte pourra déterminer son état, mort ou vivant. Le problème est que le chat, contrairement à l'atome radioactif, n'obéit pas aux lois de la physique quantique, mais à celle du monde des chats, la physique classique. Or, selon cette dernière, le chat est soit mort, soit vivant. Sinon, c'est un zombie, et ça n'existe pas. Avec cette expérience, Schrödinger illustre donc la difficulté de concilier la physique classique et la physique quantique. Il faut dire que la mécanique quantique est bien étrange. Un électron peut mathématiquement être à plusieurs endroits à la fois. En fait, tant qu'on ne l'a pas observé, la position de l'électron est calculée grâce à des probabilités. On illustre donc un atome par un nuage de points qui représente les trajectoires possibles des électrons. Vous avez tout compris? Reconsidérez, car, comme le disait le physicien Feynman, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Alors pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que d'abord, pour deux choses, il y a une fierté nationale. C'est que quand on vous dit le chat est à la fois mort et vivant, vous ne pouvez pas le croire et vous ne me dites pas que vous avez compris, c'est pas vrai, c'est impossible. Ça s'appelle les états superposés. On a payé des chercheurs pendant 20 ans qui ont travaillé sur où est passé mon chat mort. Ça s'appelle l'expérience du chat mort. Jusqu'à ce que Paul Everett, un physicien américain, invente la notion des univers parallèles en disant que le chat mort est dans l'univers parallèle. Donc il a donné une explication, mais il fallait une preuve. La preuve, c'est un physicien français né à Casablanca qui a démontré par expérience que la particule quantique, ça s'appelle l'expérience du chat mort, est dans un état superposé, 1 et 2, en même temps, et que lorsque on va l'observer, il y a un état qui disparaît. Il a eu le prix Nobel pour ça. Il a ouvert la voie à la nouvelle mécanique quantique et ce qu'on appelle l'ordinateur quantique de demain. Alors, l'ordinateur quantique, c'est en 1912. L'ordinateur quantique, c'est quoi? C'est la possibilité pour qu'un algorithme, au jour d'aujourd'hui, quand je veux vanner mes copains informaticiens qui m'invitent souvent pour parler d'IA, de la physique et de l'IA, parce que c'est important, je leur dis toujours, vous êtes encore dans la physique binaire, c'est-à-dire vivant-mort. Deux états, 0 et 1. Quand j'éteins, c'est 0, quand j'allume, c'est 1. Là, c'est les deux, c'est-à-dire que pendant que je vous parle, ma particule quantique fait les deux en même temps. Tant que je ne l'observe pas, je ne sais pas. Si je fais ça, elle tourne comme ça. Tant que je ne le fais pas, elle tourne dans les deux côtés. Allez élaborer un algorithme avec cette mathématique-là, je vous souhaite du courage. Et bien sûr, il y a un matheux, il va se vexer, il y a des matheux qui vont se vexer. Je vous rassure que les physiciens vont le faire, comme d'habitude. Quand c'est compliqué, c'est la physique.
Pour finir, il y a ce qu'on appelle la loi, excusez-moi mesdames, je vais le dire parce que je ne le trouve pas, de l'emmerdement maximum. Alors il faut vous méfier beaucoup des physiciens. Vous savez qu'on prenait un chat, vous jouez avec, il tombe toujours sur ses pattes, vous êtes bien d'accord? Le matin quand on se lève, on fait sa tartine, on la beurre, et elle tombe toujours du côté du beurre. Voilà. Alors, imaginons, je prends mon chat et je lui accroche une tartine beurrée. J'ai 50% de chance qu'il tombe du côté beurré et 50% de chance qu'il tombe sur ses pattes. Vous êtes d'accord? Il ne faut jamais faire confiance aux chats ni aux mathématiciens. Ils sont capables de nous donner une solution, parce qu'il y a une solution à ce problème, où ils nous disent que le chat va être en lévitation. Donc il faut vous méfier des chats et des mathématiciens. Je vais passer sur, je vais vous parler juste, pas les fourmis de Prégogine, mais vraiment c'est ma dernière transparence. C'est aussi un exemple d'éléphant que j'aime beaucoup. On a pris, c'est une expérience, on a pris 8 personnes, on leur a bandé les yeux et on leur a fait toucher une partie de l'éléphant. Hein, une partie de l'éléphant. Et on leur a dit de le décrire. Alors, certains ont vu un serpent quand ils ont touché la trempe, d'autres ont vu un tronc d'arbre, un mur. Tout ça pour vous dire que dans vos expériences quotidiennes, vous pouvez être physicien, mathématicien, chimiste, biologiste, bien sûr, médecin, tout ça c'est accepté. Mais vous allez être vraiment spécialiste, mais tant qu'ils ne se sont pas parlé, ils ne savaient pas qu'ils touchaient un éléphant. Donc, tant qu'on ne se parle pas, on ne pourra pas avancer sur l'IA et on ne pourra pas avancer sur ces interfaces. Le deuxième exemple, c'était la recherche sur le sida sur une protéine. Les chercheurs ont mis 10 ans pour plier une protéine. Ils ont fait un système très sympa. Ils ont mis ça sur Internet pour des joueurs, des mômes, 10 ans, 12 ans. La solution a été trouvée en 3 mois. Le pire, par la secrétaire du labo. On lui a jamais parlé. Voilà, je termine là-dessus. Je voulais juste dire les propositions phares, j'en ai reconnu quelques-unes. Bien sûr, il faut absolument une politique nationale sur l'IA. Il faut absolument réfléchir sur les démarches de rapprochement académique-entrepreneurial. Je les ai entendues tout à l'heure. J'ai entendu les propositions qui ont été faites par le ministre, monsieur le ministre, et le secrétaire d'État, et le directeur CNACT. Toutes ces propositions-là, je les ai reconnues, mais je pense qu'il s'agit avant tout, et sincèrement, de démocratisation de l'enseignement, de démocratisation du soin, de relever ce qu'on appelle le désenclavement et de souveraineté nationale. Je vous remercie infiniment. J'ai été long. Désolé, j'ai été long, mais...